J'ai dit ceci. Le communiqué du ministre de la Justice. De la Justice. Mais Maître Constant. Relative, bien entendu, au fait qu'il mettait un montant. 5 millions ou 4 millions. Exactement. Pour ceux qui mettraient la main sur Nanga ou bien Nanga, Bissimois, Pero Louara et Merveille. Personnellement, je considère que ces communiqués font l'objet d'une erreur grossière. Il faut les démontrer. Laquelle erreur est équivalente au Ok. Tout remonte de l'idéal de la création du service public. Lorsque l'on crée le service public, c'est pour que ce service puisse exercer une mission d'intérêt général au profit de la population. Et gouvernants et les gouvernés sont soumis aux lois. Quand ils sont soumis aux lois, on dit que l'état de droit est respecté. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ça veut dire que quand un ministre commet une infraction, certes, on doit respecter la procédure au dépend de laquelle sa poursuite doit être déclenchée, mais néanmoins, on ne l'exemptera pas pour condamner un civil qui commettrait la même chose dans le même contexte et situation. Donc, comme pour dire que l'état de droit, la démocratie ne constitue pas un frein à l'état de droit, la liberté d'expression non plus, mais néanmoins, dès lors que les gens n'ont plus la liberté, déjà le fait que vous et moi fassions cette émission et que l'on ne puisse pas vous interdire de l'émettre, ça vaut déjà une certaine inflexion à la liberté d'expression. Mais encore faut-il, parce qu'il faut l'avouer, encore faut-il donner des informations qui sont réelles, qui ne galvaudent, qui n'incitent pas les autres à la haine, qui ne galvaudent pas certaines réalités. De telle manière que l'on puisse dire que telle personne, il a usé, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, mais d'une manière qui ne puisse pas plaire aux lois, au contexte dans lequel ces gens sont déjà à l'étranger et les motifs pour lesquels ils sont partis et ils ne reviennent plus. Ni vous et moi, personne ne maîtrise. Peut-être qu'ils sont déjà, ils avaient fait les procédures d'exil bien avant même que Moutamba n'exprime ses convictions. Moi, ce que je refuse, et je vis d'ailleurs, c'est que Moutamba puisse assujettir l'arrestation de ces gens à un montant, à une somme d'argent. Et vous savez, je vous donne un exemple. Donc vous voulez me dire que lorsque Moutamba promet, parce qu'il est ministre, lorsqu'il promet payer 5 millions de francs congolais ou 5 millions de dollars. Exactement, 5 millions de dollars à telle ou telle autre personne s'il arrêtait ces gens-là, ça veut dire que cette somme, sans vergogne aucune, Moutamba risque de faire un bon engagement et de les soumettre aussi au ministre du budget pour liquidation, au ministre de finances pour le paiement, et un pareil dossier qui dénote une certaine incapacité absolue de l'État. Non, il y a des choses dont normalement Moutamba devrait avoir tant de réserves. Donc par rapport à cette question, c'est du populisme parce qu'il semble que nous avons des prisons aujourd'hui en RDC qui souffrent. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez, donc on pouvait prendre cet argent pour aller essayer un peu d'améliorer les conditions des prisonniers. Le problème des compétences ne s'est posé pas. Contrairement à ce que nous a fait en temps, le président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Non, la Cour. Exactement. Pourquoi? Parce que la compétence de la Cour constitutionnelle, elle est déterminée par la nature de l'infraction et par le moment de la commission de l'infraction. L'article 163 dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président et les premiers ministres. Et d'après Dieudonné Kalouba, le concept était abordé de telle manière que si il quitte son mandat, il n'y a aucune poursuite qui ne peut être envisagée. Et la Constitution n'a pas attribué à la Cour constitutionnelle une compétence de juger Dieudonné Kalouba. Son arrêt était motivé. Son arrêt était motivé. Si. Avec des références. Exactement, mais les motivations peuvent être aussi erronées. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des avocats qui font des appels de cassation, tout ça, pour des motivations erronées. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'article 164, qui reconnaît la compétence à la Cour constitutionnelle pour juger les premiers ministres et les présidents de la République, vous comprendrez que cet article repose la compétence de la Cour sur la nature de l'infraction et les moments de la commission, en ce sens que, quant à la nature, il faut qu'il s'agisse d'une infraction politique.
et d'une infraction de droit commun. Mais pour cette dernière infraction de droit commun, il faut qu'il s'agisse bien évidemment d'une infraction de droit commun commise pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Nous vous disons merci, chers Congolais. Vous êtes en train de nous suivre un peu partout dans le monde, en direct sur notre chaîne Communication Plus. Et aussi, vous allez nous suivre sur 10e rue Télévision et plus de 16 chaînes qui vont nous prendre en relais, Central TV, BRT, One Way et tant d'autres. Hier, c'était le tour de Manix Ienda. Il était passé pour essayer un peu d'expliquer et dire non, que Constant Moutamba n'a pas détourné. C'était plutôt une classe politique qui a atteint la vieillesse. C'est cette classe qui ne voulait pas que la jeunesse puisse hausser la tête. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons revenir sur cette thématique. Cette thématique, il y a des questions très questionnantes par rapport à cette thématique sur la levée des immunités en République démocratique du Congo. Est-ce ce qui s'est fait aujourd'hui respecte les prescrits de la loi ou l'esprit de nos lois? Matata Pogno, il semblerait qu'on avait violé la procédure. Joseph Kabila également, il semble qu'on fait les gangstérismes juridiques. Sur ces plateaux, c'est avec Maître Cédric Ntumba. Il est doctorant en droit et analyste indépendant. Avec lui, on va analyser ces questions. Mais on les reçoit aujourd'hui comme analyste indépendant, pas comme doctorant en droit, moi encore comme maître, mais parce que c'est un Congolais, nous avons besoin de lui qui puisse aussi analyser. Mais après lui, il y aura la présence de maître Oscar. Lui aussi, il va passer pour essayer un peu d'éclairer l'opinion sur le mensonge qui a été distillé sur la toile par M. Kapiamba et les ennemis de la gratuité de l'enseignement concernant l'ancien ministre Willy Bakonga. Est-ce réellement il avait détourné, il avait volé? Face à toutes ces questions très questionnantes, nous allons les recevoir. Il va nous éclairer. Mais commençons avec notre premier invité. Il est ici. Monsieur Cédric Ntumba, d'entrée des jeux, est-ce l'état des droits en République démocratique du Congo? C'est de l'utopie? Merci beaucoup pour la question. Et je vous remercie tant aussi de votre invitation. D'emblée, répondre à une question qui est tout à fait presque philosophique et réaliste d'un côté. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie, au-delà de ce que prévoient les textes, à ce que les organes ou les autorités appliquent. Parce qu'un état de droit, en général, c'est celui qui est soumis ou celui dans lequel les gouvernants et les gouvernés sont soumis à la loi ou au droit en général. Alors, dire que la RDC est un État dont l'état de droit attendu est utopique, ce serait en tout cas affirmer quelque chose que je ne peux pas faire, que je ne peux pas. Et puis dire en même temps que la RDC n'est pas un état de droit, ce serait aussi de trop. Donc, bref, il y a plusieurs domaines dans lesquels la RDC a des avancées significatives dans l'application de la norme juridique. Comme les médecins disent d'ailleurs, que celui qui s'est dit être en bonne santé est un malade qui s'ignore. Comme pour dire que là où est l'homme, les microbes ne manquent jamais. Mais ce que l'on a comme besoin,
c'est d'atteindre un objectif bien déterminé. Et l'objectif pour nous, c'est que la RDC puisse être non seulement un état de droit, mais aussi que le critère de l'état de droit puisse s'appliquer comme nous les entendons. Bref, vous aurez compris qu'il y a plusieurs domaines. Ce serait mieux, d'ailleurs, que vous centriez votre question dans un tel ou tel autre axe, auquel cas je vous répondrai pour vous dire que par rapport à mon analyse qui se voudra à ces moments-là être un thermomètre dans tel ou tel autre domaine, qu'il y a une avancée ou non, que l'état des droits est une réalité ou non. Parce que il est, je crois, il est des secrets polichinelles que l'état des droits est une réalité en RDC. Alors, Maître Cédric, j'aimerais tester votre honnêteté et votre patriotisme. Est-ce la démocratie dérange le fonctionnement de l'état des droits? Je crois que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Les cas de la RDC, pensez-vous que les gens se sentent libres dans les systèmes démocratiques? Si je le crois, justement parce que, en fait, au moment à partir duquel une personne, je canalise la question sur le plan pénal, parce que c'est de là que les libertés publiques, n'est-ce pas, doivent s'exercer comme les citoyens l'entendent. En fait, je vous donne un exemple simple. Lorsque quelqu'un commet une infraction, la Constitution de la, de la République dit que la personne bénéficie de la présomption d'innocence. Et dans notre État, qui que vous soyez, si vous commettez une infraction, on ne vous condamne pas directement. On respecte les procédures qui mènent vers cette condamnation attendue. Et cette condamnation n'est pas certaine. Elle est probable parce que le jugement à venir, nul n'en connaît le sort. D'où il est de bonne loi d'affirmer, en tout cas avec forte conviction, que la RDC est un état de droit et que la démocratie ne dérange pas non plus l'évolution de cet état de droit, et qu'en même temps, si une personne commet une infraction, Kabila, quiconque, Tshisekedi, qui que vous soyez, si vous le commettez, vous allez être jugé, mais en respect des procédures. Et d'ailleurs, nos textes, aussi bien légaux que même le texte constitutionnel, qui régentent dans une certaine mesure certaines infractions ou l'organisation de certaines fonctions, recommandent assez que, dans une certaine mesure, qu'il y ait au moins une certaine, je dirais, présomption de culpabilité. Présomption de culpabilité dans le sens justement où, quand la loi dit que si une infraction est commise pendant la flagrance, il faut que la personne puisse être jugée et que la flagrance dépasse, n'est-ce pas, la fourchette ou dépasse les inflexions procédurales. Donc, vous comprenez que ce que prévoient les textes d'un point de vue procédural, en tout cas, s'applique tel quel, et que la démocratie ne dérange pas l'état de droit. D'ailleurs, on est dans un état de droit démocratique. Quelle est la différence entre la démocratie et la liberté d'expression? En fait, en réalité, comme vous le savez bien, si je dois être un peu beaucoup plus concret par rapport à la définition, pour le remonter vers Abraham Lincoln, la démocratie, comme on dit, c'est un pouvoir du peuple, par le peuple, tout ça, ainsi de suite. Mais néanmoins, la liberté d'expression est l'un des modes d'expression de cette démocratie. La démocratie ne se résout pas en la liberté d'expression, mais elle est l'un des modes de son effectivité. Donc, à moins que vous puissiez me dire qu'il y a tel cas qui a été, qui laisse transparaître à l'idée que telle ou telle autre personne avait émis tel point de vue par rapport à sa liberté d'expression qui est garantie par la Constitution, mais d'emblée, il a été arrêté, on n'a pas observé le texte qui régente cette liberté dans ces domaines-là, parce que vous voyez, il y a des concepts qui existent, mais l'effectivité des concepts et leur efficacité pose aussi problème. Alors, Maître Cédric, c'est important parce que nous avons des questions très questionnantes par rapport à cette thématique. Quand est-ce que
l'état de droit asphyxie la liberté d'expression? Est-ce qu'il y a des limites? En fait, pour vous répondre à cette question, je crois que l'état de droit, comme je vous ai dit, si on doit le mettre dans un carcan, auquel cas ça doit normalement donner lieu au respect par la loi ou par le texte de droit en général, parce qu'il faut savoir que la loi ne se résume pas au droit, puisque le droit est beaucoup plus vaste. Les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux lois. Quand ils sont soumis aux lois, on dit que l'état de droit est respecté. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Ça veut dire que quand un ministre commet une infraction, certes, on doit respecter la procédure au dépend de laquelle sa poursuite doit être déclenchée, mais néanmoins, on ne l'exemptera pas pour condamner un civil qui commettrait la même chose dans le même contexte et situation. Donc, comme pour dire que l'état de droit, la démocratie ne constitue pas un frein à l'état de droit, la liberté d'expression non plus, mais néanmoins, dès lors que les gens n'ont plus la liberté, déjà le fait que vous et moi fassions cette émission et que l'on ne puisse pas vous interdire de l'émettre, ça vaut déjà une certaine inflexion à la liberté d'expression. Mais encore faut-il, parce qu'il faut l'avouer, encore faut-il donner des informations qui sont réelles, qui ne galvaudent, qui n'incitent pas les autres à la haine, qui ne galvaudent pas certaines réalités. De telle manière que l'on puisse dire que telle personne, il a usé, n'est-ce pas, de sa liberté d'expression, mais d'une manière qui ne puisse pas plaire aux lois ou aux exigences des textes. Donc, si les gouvernants, les organes judiciaires commencent à enfreindre la liberté d'expression, puisque vous savez mieux que moi, parce que vous êtes expert en la matière, dès lors que vous tenez parole, vous faites votre communication, cette communication ne doit pas enfreindre des textes, parce qu'il faut savoir que la loi punit l'injure publique, par exemple. La loi punit la diffamation. La loi punit la dénonciation calomnieuse. La loi punit l'imputation calomnieuse. Alors, si vous, journalistes, vous faites vos émissions et autres, vous tenez la communication sans tenir compte de ces inflexions que je viens de dire, c'est normal qu'on puisse vous inquiéter. Mais l'inquiétude que l'on doit faire dans votre chef ne doit pas, en fait, se faire d'une manière ex abrupto. Non, ça doit se faire au respect des normes. Donc, si vous m'avez posé question, je crois que votre question, c'est quand est-ce que. Ça veut dire que ça relève du moment à partir duquel l'état de droit peut enfreindre la liberté d'expression. Alors, chers internautes, vous êtes en train de nous suivre. J'aimerais que vous puissiez vraiment contribuer et laisser vos messages et participer à ces débats de manière virtuelle. Mais avant que nous puissions toucher encore des questions qui énervent l'opinion aujourd'hui, j'aimerais d'abord rester ici. Il y a des confrères que l'actuel ministre de la Justice, Constant Mutamba, avait mis un paquet pour que tout Congolais qui vont le voir puissent donner les informations au gouvernement. Il y a ceux qui disent que ces communiqués du ministre de la Justice a violé les lois de la République. Il ne pouvait pas se permettre de faire, ou soit d'aller jusque-là. Est-ce, pensez-vous, que sur le plan de droit, le ministre avait violé quelque chose ou il est resté dans les principes? Il avait interdit la communication sur... Non, je parle qu'il avait mis un montant pour qu'on arrête Pierrot Loira et Merveille Vallée. Dans tout celui qui pouvait avoir les informations sur eux, mais les gens ont dit que c'était du populisme, il n'a pas respecté les lois de la République. En fait, personnellement, je ne considère pas ça comme du populisme. Parce que le populisme, c'est encore moins. Mais je considère ça comme, en tout cas, à mon humble avis, comme l'ignorance criante, pour ne pas dire une horreur grossière. Vous dites. J'ai dit ceci. Le communiqué du ministre de la Justice. De la Justice. Mais Maître Constant. Relative, bien entendu, au fait
qu'il mettait un montant 5 millions ou 4 exactement millions. pour ceux qui mettraient la main sur Nanga ou bien Nanga, Pero Luara, tout Bissimoa, ça. Pero Luara et Merveille. Personnellement, je considère que ces communiqués font l'objet d'une erreur grossière du Il faut les droit, démontrer. laquelle erreur est équivalente au dol. Ok. Tout remonte de l'idéal de la création de services publics. Lorsque l'on crée le service public, c'est pour que ces services puissent exercer une mission d'intérêt général au profit de la population. Et puis, vous devez savoir que les services publics sont créés pour prendre la population en charge. Et il y a une certaine crise ou une certaine idée de crise qui naît lorsque la population, non seulement qu'elle commence à se prendre en charge, mais aussi lorsque l'État commence à se décharger sur la population. Ça voudrait dire que l'État commence à confier les missions qui sont siennes à la population. Si on a créé le parquet et les tribunaux, ce sont des services publics. Ils sont créés pour rendre la justice, rechercher les infractions, poursuivre les délinquants, bref, procéder à la répression des infractions et à la condamnation des délinquants. Et donc, il y a une certaine présomption du déni de justice lorsque l'État, parce que Constant Mutamba, en tant que ministre de la Justice, il représente l'État dans le secteur de la justice. Et lorsque lui, il dit, c'est lui qui viendra avec telle personne aura telle somme. La récompense. Ça voudrait dire, au-delà de la récompense, ça voudrait dire que Constant Mutamba a mis à nu l'irresponsabilité, non seulement de l'État en général, mais aussi de la justice en particulier. Parce que il va de bon aloi que l'on pense que dès lors que Constant Mutamba, l'État, je dis l'État congolais, dans un État normal, excusez-moi, ça ne laisse pas insinuer normalement que l'État n'est pas normal. Non, en fait, dans un État où... Dans un État sérieux. Bon, ça laisse aussi insinuer qu'il n'y a pas de sériosité. Sentez-vous à l'aise. Bon, bref, de toute manière, je vous avais dit que les corps sans microbes n'existent pas. Donc, ça veut dire que quand on critique virilement la manière de faire de gouvernement ou de certains services publics, ça ne voudrait pas seulement dire que l'on jette de l'opprobre ou des invectives contre eux. Non, non. C'est pour qu'ils puissent arranger. Donc, je vous dis que j'ai été, pour ne pas dire abasourdi. Estomaqué. Exactement, abasourdi, en tout cas éclairé, de voir Constant Mutamba ignorait absolument les missions pour lesquelles on a créé le parquet. Vous savez, il y a même un professeur d'université qui a écrit un livre, Le citoyen justicier, pour démontrer combien parfois les citoyens se font justice, parce que vous savez bien que nous avons, nous citoyens, à l'origine, le pouvoir d'arrêter le particulier quand il commet des infractions en cas de flagrance et qu'à ce moment-là, les agents de l'État qui sont habilités à les faire ne sont pas là. Mais il faut savoir que là où l'État est, là où le parquet sont, l'État doit montrer sa force. L'État ne doit pas se décharger sur le particulier pour dire c'est lui qui viendra avec telle personne, je lui donnerai 5 000. Ça laisse transparaître à l'idée qu'il y a là l'incapacité absolue de l'État de faire ce qu'on attend de lui. J'ai l'impression que vous donnez raison à un homme intelligent du Congo, Delis Sanga, qui avait dit il faut qu'il y ait la refondation de l'État. Donc il y a l'absence de l'État. Mutamba, en faisant ses communiqués, il a démontré qu'il y a l'absence de l'État. Vous savez, il y a certaines choses où lorsque Mutamba agit, vous avez l'impression qu'il agit pour le gouvernement, alors que, sous couvert d'agir pour le gouvernement, il agit contre l'État. Vous voulez dire que Mutamba c'est un imposteur par rapport à certaines décisions, surtout... Quelqu'un m'a fait réfléchir, il a dit Pero Luara et Merveille, c'était quelqu'un qui... c'était des gens que la justice congolaise était en train de chercher. Mutamba, en faisant ses communiqués, il les a donnés automatiquement les droits d'exil. En quelque sorte, il a travaillé contre le pays.
Moi, je ne vois pas les choses dans cet angle-là. Que c'est juste un crédit au droit d'exil. Mais parce que devant les tribunaux internationaux, ils peuvent brandir ça. Hein, donc on ne peut pas retourner dans notre pays parce qu'on nous cherche en quelque sorte. Et c'est un ticket en blanc que Moutamba les a donné. Les contextes dans lesquels ces gens sont déjà à l'étranger et les motifs pour lesquels ils sont partis et ils ne reviennent plus, ni vous et moi, personne ne les maîtrise. Peut-être ils avaient fait les procédures d'exil bien avant même que Moutamba ne prenne ses communiqués. Moi, ce que je refuse, et je vite d'ailleurs, c'est que Moutamba puisse assujettir l'arrestation de ces gens à un montant, à une somme d'argent. Et vous savez, je vous donne un exemple. Donc vous voulez me dire que lorsque Moutamba promet, parce qu'il est ministre, lorsqu'il promet payer 5 millions de francs congolais ou 5 millions de dollars. Exactement, 5 millions de dollars à telle ou telle autre personne s'il arrêtait ces gens-là, ça veut dire que cette somme, sans vergogne aucune, Moutamba les risque de faire un bon d'engagement et de les soumettre aussi au ministre du budget pour liquidation, au ministre de finances pour le paiement et un pareil dossier qui dénote une certaine incapacité absolue de l'État. Non, il y a des choses dont normalement Moutamba devrait avoir tant de réserves. Donc par rapport à cette question, c'est du populisme parce qu'il semble que nous avons des prisons aujourd'hui en RDC qui souffrent. Il n'y a pas assez de matériel, il n'y a pas assez, donc on pouvait prendre de cet argent pour aller essayer un peu d'améliorer les conditions des prisonniers. Mais j'aimerais vérifier autre chose avant que nous puissions passer à ces dossiers des immunités. Il y a des Congolais qui m'ont appelé pour savoir, est-ce le cabinet du ministre de la... Parce que tous les communiqués de Moutamba, c'est signé cabinet du ministre. Oui. Est-ce une violation? En fait, en réalité, il faut savoir... Est-ce que les cabinets engagent les ministères ou c'est Moutamba qui devrait peut-être signer? En fait, en réalité, il faut savoir que, en principe, le ministre est conformément à la Constitution, agit par voie d'arrêté. L'expression juridique d'un premier ou d'une première ministre, c'est le décret. Okay. Et le président de la République, c'est l'ordonnance. Cela est des droits établis ainsi par la Constitution. Mais il y a un certain, je dirais, un certain nombre d'usages qui est né dans, excusez-moi, dans notre gouvernement, lequel usage consiste à assortir, c'est-à-dire à prendre deux communiqués assortis des effets décisoires. C'est-à-dire quelqu'un qui prend un communiqué, les communiqués c'est pour informer. Mais vous voyez que les communiqués qui étaient dans l'objectif d'informer, en réalité sous couvert d'informer, on prend une décision au travers d'un communiqué. Un communiqué qui donne l'injonction. Exactement. Par exemple, un communiqué qui dit, écoutez, quiconque aura tel, tout ça, on lui donnera autant, tout ça. Vous faites ça par voie de communiqué. Alors que la nature d'acte, puisqu'il faut savoir que l'ordonnancement juridique, l'arsenal juridique, il est beaucoup plus contribué que par des actes juridiques. Le communiqué n'est pas un acte juridique. Dans les communiqués de Moutamba, ces communiqués n'ont pas de valeur juridique. N'ont pas de fondement d'abord juridique. Okay. Parce qu'aucun texte légal... Donc c'est des paperasses. Aucun texte légal ne dit que le ministre peut décider sur base d'un communiqué. Peut donner l'injonction sur base d'un... Non. Donc c'est des paperasses. Non. Ça veut dire qu'un communiqué demeure tel dès lors qu'il annonce. Mais dès lors que vous devriez, par exemple, prendre telle décision, vous le faites par voie de communiqué ou via communiqué. Mais ça administrativement, et même les administrativistes vous diront que ça ne tient pas debout. J'ai l'impression que vous ne maîtrisez pas les qualités de Moutamba. C'est un chef de travaux, il semble. C'est l'élève d'un grand professeur Njoli. Vous pensez qu'il peut faire les erreurs comme ça, en sachant que le professeur Njoli, c'est quelqu'un qui est respecté dans ce pays? En fait, je n'aimerais pas qualifier. J'ai dit c'est l'élève. J'ai bien dit. Excusez-moi. C'est parmi ses assistants. Il ne faut pas, au fait, s'incruster dans une opération d'enfumage. Pourquoi? Parce que Moutamba, en tant que ministre, au-delà d'être avocat, juriste... Non, sur le plan des droits, quand même, il est passé par l'école Njoli. Voilà pourquoi je pose des questions. Exactement. Nul ne connaît tout.
Et le droit est une vaste forêt. Et lorsque vous réalisez certains actes être posés aux antipodes même de ce qu'attend le droit, parce que je voudrais vous dire, les avocats, le magistrat, les hommes de droit en général, sont tous congénères. Vous voulez dire que Ça Joly, voudrait dire- Joly lui a communiqué les erreurs. Non, ça voudrait dire que nous descendons tous de la même mère nourricière qui est la faculté des droits. Mais comme dit-on, donc Je salue le professeur Beauchab. ça voudrait dire que le professeur peut être grand, grand qu'il soit, il transmet à l'enfant ce que l'enfant pouvait recevoir, mais l'enfant aussi peut faire autre chose. Comme dit-on, les magistrats le disent, que lorsque un magistrat part pour donner son avis même au tribunal, il dit la plume est serve, la parole est libre, mais la plume est serve. Donc c'est pour dire Merci. que je conclus à cette question pour dire que Constant Moutamba, Ministre de la Justice. donc les communiqués, aujourd'hui là, même le Conseil d'État commence à annuler certains communiqués, même si en réalité les communiqués n'est pas un acte juridique au sens propre du terme, justement parce que les communiqués, dès lors qu'ils cachent une décision à l'intérieur ou c'est un communiqué à effet décisoire, les conseils d'État ne sauraient pas voir un communiqué qui échappe dans l'ordre des actes administratifs mais qui viole certains droits et puis il annule. Donc, La question, la sous-question, oui. est-ce les cabinets du ministre peuvent Exactement. signer un communiqué ou c'est les ministres qui signent? En fait, nous savons bien que le ministre a un cabinet. Et lequel cabinet a bien des structures telles que lui-même le ministre qui a un DIRCAB et un DIRCABA. Mais j'ose croire qu'au-delà de l'écrit, les cabinets du ministre, il y a en bas où on écrit souvent le directeur des cabinets. À moins que je m'en abuse. En tout cas, Les parce documents de Moutamba, c'est seulement signé cabinet du ministre. si cela Il n'y a pas les noms. Si cela est le cas et que l'information n'est pas galvaudée par vous, je vous réponds directement en vous disant que le cabinet du ministre est un service concentré. En tant que tel, il n'a pas une personnalité juridique. Un cabinet du ministre ne peut pas en réalité signer un document, le cabinet, comme si ça laissait transparaître à l'idée que le cabinet a une personnalité juridique. Non, le ministre engage le ministère et il engage l'État par le ministère. Mais quand on dit le cabinet du ministre et qu'il y a une signature qui est apposée en bas, ça voudrait dire que le cabinet devient une personne morale. Merci. Là, je vais chercher M. Manik Sienda, qui est un peu proche de M. Moutamba. Je souhaiterais avoir un débat juridique, vous et M. Manix, autour de ces questions. Mais passons à autre chose, parce que si on demeure là, nous risquons je peux vous donner un exemple. Peut-être de détruire les gens qui pensent que Moutamba, c'est leur repère, parce que là, il y a trop trop de choses qui n'honorent pas les ministres. Alors, j'aimerais que nous puissions évoluer. La levée des immunités, parlons-en. Oui. On prend le premier cas, les cas Matata, et puis on va chuter par les cas sénateurs à vie. Vous êtes docteur. Doctorant en droit. Oui. Mais ici, je prends comme analyste. Exactement. J'aimerais savoir, entre la Cour constitutionnelle, le Parlement, l'équipe des Matata, face à ces désordres organisés, il semble, qui sont du bon côté de la loi? Ok. En réalité, je ne saurais pas répondre que telle ou telle autre personne est du bon côté, pour ne pas dire de l'histoire, comme le dit le président. De la loi. De la loi, exactement. En fait, en réalité, de l'un ou de l'autre côté, il y a certains écueils. Parce qu'à l'origine, c'était d'abord le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kalouba, qui avait déclaré, par lui, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente pour connaître du fond du dossier Matata Pognon. Il semble que c'était un arrêt monstre, selon Maître Joël Keating. Je pense aussi que c'était un arrêt monstre parce que de cet arrêt, j'ai compris qu'il ressortait une certaine ignorance de règles pénales. Ignorance?
J'ai dit ignorance. Ok. Parce que... Vous parlez des dieux de savez, Kalouba quand même. C'est un grand, il semble. Si, le droit, je vous ai dit que le droit est une grande forêt. Ok. Le problème des compétences ne s'est posé pas. Contrairement à ce que nous a fait entendre Gobé, le président de la Cour constitutionnelle, l'ancien président de la Cour constitutionnelle. Non, la cour. Exactement. Ok. Pourquoi? Parce que la compétence de la Cour constitutionnelle, elle est déterminée par la nature de l'infraction et par le moment de la commission de l'infraction. L'article 163 vous dit que la Cour constitutionnelle est compétente pour juger le président et les premiers ministres. Et d'après Dieudonné Kalouba, le concept était abordé de telle manière que si il quitte son mandat, il n'y a aucune poursuite qui ne peut être envisagée et la Constitution n'a pas attribué à la Cour constitutionnelle une compétence de juger Dieudonné Kalouba. Son arrêt était De motivé. juger les présidents. Son arrêt était motivé. Si. Avec des références. Exactement, mais les motivations peuvent être aussi erronées. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des avocats qui font des appels de cassation, tout ça pour des motivations erronées. Pourquoi? Parce que si vous lisez l'article 164, qui reconnaît la compétence à la Cour constitutionnelle pour juger les premiers ministres et les présidents de la République, vous comprendrez que cet article repose la compétence de la Cour sur la nature de l'infraction et les moments de la commission, en ce sens que, quant à la nature, il faut qu'il s'agisse d'une infraction politique et d'une infraction de droit commun. Mais pour cette dernière infraction de droit commun, il faut qu'il s'agisse bien évidemment d'une infraction de droit commun commise pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, selon qu'il s'agit du Premier ministre ou du Président de la République. Mais la Constitution, elle s'est tue. Elle a fait preuve d'un certain mutisme dans le procédure éventuelle à exercer pour poursuivre un président de la République excusez, après son mandat. Elle nous a fourni la procédure par laquelle, ou au dépend de laquelle, l'on peut poursuivre le Premier ministre et le président de la République si et seulement si cette poursuite veut se coïncider ou correspondre à l'exercice de sa fonction. Mais dès lors que la fonction ne s'exerce plus, la Constitution ne nous a pas fourni la procédure de poursuite. Parce que d'ailleurs, vous avez les avocats des Matapoyo qui recherchaient le Premier ministre dans la salle, puisque d'après eux, le Premier ministre dont il était question était forcément celui qui était en exercice. Et faire autrement, ce serait violer la Constitution. Mais cette même Constitution, dans l'article 167, vous dit que pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction, la poursuite sera suspendue et la prescription l'est aussi. La Constitution de la République, pour cette genre d'infraction que je viens de te donner, la Constitution de la République n'a pas fourni la procédure de poursuite. Dieudonné Kalouba, c'est un constitutionnaliste. La Constitution n'a pas fourni la procédure pour poursuivre, mais elle n'a que suspendu les poursuites et suspendu la prescription. Mais diriez-vous que puisqu'il n'y a pas la procédure qui est prévue, les constitutions n'ont pas non plus voulu voir être poursuivis, le Premier ministre et le Président être poursuivis après leur mandat pour les infractions dont je viens de vous citer? Vous me direz non, parce que s'il entendait voir le Premier ministre et le Président être exemptés de toute poursuite après mandat ou après fonction, il l'aurait dit. Et il l'aurait aussi, il n'aurait pas prévu la suspension de poursuite et la suspension de la prescription. Parce que vous savez, le conscient a voulu être cohérent avec le droit. En ce sens qu'il s'est dit, si je suspends le poursuite, il y a en droit le temps auquel le victime des infractions commises par les auteurs sont appelés à être poursuivis. Si, en dehors de ce temps-là, aucune poursuite n'est faite, aucune autorité judiciaire ne pourra poursuivre les auteurs. C'est pourquoi la Constitution a eu à suspendre la prescription.
Cependant, d'après Dieudonné Kalouba, la Cour n'était pas compétente. Mais quand on rentre dans l'arrêt actuel, vous comprendrez que la compétence de la Cour y était parce que l'infraction a été commise pendant l'exercice de la fonction de Matata Pogno, mais que la procédure n'avait pas été prévue. En droit en général, ce qui est bon à savoir, c'est que dès lors qu'une infraction est commise, vous êtes bourgmestre par exemple, vous commettez une infraction, vous devenez un directeur. Bourgmestre, il est justiciable du tribunal de grande instance, directeur de la cour d'appel. Dès lors que vous commettez une infraction, vous devenez directeur. En droit, les règles de poursuite sont celles qui doivent se conformer et correspondre à la qualité actuelle de l'agent. Et de cette qualité dépend aussi la compétence de la juridiction. Ce qui veut dire que, en principe, si vous quittez la fonction du Premier ministre, vous partez lire l'article 108 de la Cour constitutionnelle. Cet article vous dit, pour les infractions de droit commun commises par les présidents et les premiers ministres, en dehors de leur fonction, les juridictions de droit commun sont compétentes. Pourquoi la loi doit-elle renvoyer aux juridictions de droit commun et n'a pas cité ni la Cour constitutionnelle ni la Cour de cassation? C'est justement parce que le président et les premiers ministres pris ensemble, ils sont des personnes dont le Premier ministre, après l'exercice de la fonction, il n'a pas une qualité spéciale qui enveloppe sa personne. Ce qui a fait que l'on ne puisse pas déterminer la juridiction compétente parce que la juridiction compétente est question de la qualité actuelle de l'agent et les règles de poursuite ne pouvaient pas non plus être déterminées par les constitutions après l'exercice de leur fonction. Et en droit, l'extinction d'une fonction n'implique pas la dispense de poursuites pour des infractions pénales, sauf, parce que le droit loge dans les nuances et dans les exceptions, sauf lorsque il y a une clause de dispense express qui a été prévue. C'est ainsi, pour finir d'ailleurs par là, si vous lisez la loi de 2018 sur les anciens chefs d'État, vous verrez, je vous ai dit que les constituants a gardé silence et resté mythique sur la procédure. Cette loi de 2018, à l'article 7, vient résoudre l'écueil qui caractérisait, la Constitution. Comment? Les constitutions qui s'est voulu mythique dans l'article 164 sur les procédures à suivre après fonction, la loi de 2018 est venue poser la règle en disant pour toutes les infractions commises pendant et à l'occasion de l'exercice de sa fonction, l'ancien président de la République des maires, vous voulez? Non. Oui, l'ancien président de la République, l'ancien président de la République bénéficie des immunités pour la justice pénale. Ça voudrait dire que la loi de 2018, attention, la loi de 2018 ne vient pas considérer les statuts d'ancien président comme une qualité et une fonction à la fois. Non. Cette loi, l'article 7, vient résoudre les silences du constituant sur la procédure à suivre après l'exercice de sa fonction. Et cette loi vient poser le principe de l'irresponsabilité pénale due à l'extinction de cette fonction ou due à l'inertie du procureur général près la Cour constitutionnelle pour les infractions commises par le président de la République. C'est ainsi que, là où la confusion s'entretient, et même, je me pose la question pour votre gouverne, comment les députés font-ils pour ne pas comprendre le texte de loi qu'eux-mêmes rédigent? Comment les sénateurs font-ils pour ne pas comprendre, donner la portée réelle et le sens exact des dispositions qu'eux-mêmes rédigent? Et par là, je voulais dire quoi? Je suis abasourdi de voir le sénateur rapporter la procédure prévue à l'article 8 pour tout cas qui concernerait le président de la République ou l'ancien président de la République. Joseph Kabila, protégé par les statuts des anciens présidents de la République. Il n'est pas protégé. Protégé, il semble qu'on ne peut pas enlever les immunités comme sénateur parce que c'est un titre honorifique, mais plutôt il est lié avec les statuts de l'ancien président. Il vous reste 3 minutes. Chitez avec cette question. Le statut d'ancien président, en fait, l'expose
L'expose. Je dis bien, le statut d'ancien président de la République, les protège. dans le cas de l'espèce, l'expose. Et si je dis l'expose, veuillez bien me suivre. Les droits logent dans les nuances et dans les exceptions. L'article 8 auquel les sénateurs et les députés font allusion, c'est un article qui dispose sur les actes posés en dehors de l'exercice de la fonction de président de la République. C'est-à-dire quand ils étaient présidents, le Constitution n'avait pas donné la procédure de poursuite. Et pour que le législateur soit cohérent avec l'article 167 de la Constitution sur l'absence de procédure de poursuite sur les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le législateur n'a pas voulu les dispenser de poursuite, auquel cas il aurait été inconstitutionnel. Il a voulu donner la procédure aux dépens de laquelle les poursuites devraient intervenir, comme pour dire que dès lors que le président n'a pas été poursuivi pour des infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de sa fonction et que le poursuite, veulent être entamées après l'exercice de sa fonction, la loi donne la procédure pour ces infractions-là. Elle dit ceci. Donc, pour les actes posés en dehors de l'exercice de leur fonction, sa fonction, l'ancien président de la République sera poursuivi qu'avec le vote, n'est-ce pas, de 2/3 de membres composant les congrès. En congrès. Excusez, n'entretenez pas de confusion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va enlever ses immunités sans passer par le congrès. Non. Faut pas faire les choses comme un J'étais avec Jean-Marie Kassamba ici qui a dit c'est des supputations. Vous connaissez bien. C'est les arguments politiques. Il n'y a rien du juridique là-bas. Vous connaissez bien Jean-Marie Kassamba, son domaine de prédilection. J'aimerais que lorsque le financier parle, on garde silence. J'aimerais aussi que lorsque le juriste et les avocats parlent ou le magistrat, que l'on puisse aussi faire le chapeau. Ça, c'est la prétention que vous avez. Ce n'est pas une prétention. Il y a des gens qui naviguent entre... Non, je ne navigue pas. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez. Je suis en train de vous donner le contexte de l'article 8 que toute personne rapporte aux faits nouveaux, tout en vous disant que dès lors que l'on veut légiférer pour prévenir le fait éventuel, l'on utilise des termes qui s'inscrivent dans un futur antérieur. Quiconque aura, lorsque l'ancien président de la République aura, lorsqu'il commettra, de telle manière que l'on puisse rapporter le fait aux infractions qu'il viendrait à commettre après l'exercice de sa fonction du président de la République. Mais dans l'article 8, dès lors que la loi dit, donc, pour les actes posés en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le président ne peut être poursuivi qu'avec l'autorisation du Congrès. Faites attention, quand on dit en dehors de l'exercice de leurs fonctions, la fonction à laquelle on fait allusion, attention, ce n'est pas la fonction d'ancien président de la République, ce qui n'est pas le cas. C'est la fonction du président de la République qu'il a eu à exercer et que le poursuite pour les infractions commises n'ont pas été aussi entamées. Et que le constituant, du reste, avait aussi suspendu cette poursuite du fait de l'exercice de sa fonction. C'est dans ces contextes même que le législateur a dit pour ces actes posés. OK? Alors, vous me poserez la question de savoir, pour les actes... Une minute. Oui, pour les actes commis après l'exercice de sa fonction, qu'en est-il? Je vous répondrai en une minute que la loi de 2018 n'a pas donné la procédure au dépend de laquelle l'on peut poursuivre l'ancien président pour des actes nouveaux. Écoutez, la loi a régulé d'un côté les infractions commises pendant l'exercice, à l'occasion de l'exercice, auquel cas la loi a essayé de dispenser le président de la République pour les infractions commises dans ces contextes-là. Et cette même loi est venue réguler est venue donner la procédure au dépend de laquelle la poursuite serait entamée ou serait faite si l'on veut le poursuivre pour les infractions de droit commun commises en dehors de l'exercice de la fonction. Mais qu'en est-il de faits nouveaux? Cette loi, à l'alinéa 2e de l'article 8, n'aborde pas la question de faits nouveaux. Elle dit ceci: aucun fait nouveau ne peut être retenu contre le président de la République.
Si vous donnez cette alinéa à Jean-Marie Kassamba ou à quiconque, il vous dira qu'écoutez, on a irresponsabilisé le président de la République. Alors qu'en réalité, les initiés vous diront que dans les cas pareils, les articles s'interprètent d'une manière contextuelle. Étant donné que le premier alinéa a subordonné les poursuites du président au vote du Congrès, la loi n'a pas voulu, j'insiste, que le procureur, contrairement à ce qui s'est fait avec Matata Pogno, que le procureur qui reçoit l'autorisation du Congrès pour poursuivre un ancien président de la République pour des infractions commises en dehors de sa fonction, ne puisse pas, lors de l'instruction, changer l'objet sur lequel repose l'infraction pour le poursuivre pour une autre infraction. Le cas de Matata Pogno on a instruit sur les cas d'arianisation et du coup, on a poursuivi pour Boukan Alonso. Maintenant, la loi là a interdit de faire pareil pour ce qui est du président de la République. Il dit, si vous obtenez l'autorisation de poursuite, vous ne pouvez en aucune manière retenir des nouveaux faits contre lui. Si vous voulez obtenir de nouveaux faits ou instruire sur de nouveaux faits, veuillez solliciter pour ces nouveaux faits qui n'avaient pas fait l'objet de poursuite ou à l'Assemblée, en fait, au Congrès. Comme pour dire que les congrès ou la réunion du Congrès, la réunion du Parlement en Congrès pour l'autorisation de poursuite n'est exhaustivement limitée qu'aux seuls faits commis en dehors de l'exercice de la fonction et se rapportant aux infractions de droit commun. Mais alors, 30 secondes, j'aimerais que vous puissiez me répondre directement. Oui. Est-ce la démarche de Moutamba au Sénat? Pensez-vous que si on lève les immunités de Joseph Kabila, ça serait une violation ou ça serait le bon droit? Je vous réponds en ces termes. En 30 secondes. Exactement. D'abord, Kabila est sénateur à vie. Laquelle qualité est indissociablement liée avec le statut d'ancien président de la République. Mais attention, la qualité et la fonction de Kabila, c'est sénateur à vie. S'il vous vient avec une proposition de loi, vous ne lui refuserez pas. Vous allez le recevoir parce qu'il est sénateur à vie. Mais seulement, il a je dirais, un traitement particulier par rapport à sa qualité de sénateur à vie. Seulement, la levée des immunités de Kabila pour deux faits nouveaux commis après mandat doit être fait par le Sénat. Et si vous voulez le poursuivre pour des faits pendant mandat, si il y a en dehors de la fonction, c'est les congrès. Et je finis pour dire, là où Moutamba a vraisemblablement péché, je dirais même d'évidence péché, c'est lorsqu'il saisit l'auditeur général militaire. Parce qu'en réalité, le cours militaire, les juridictions militaires sont compétentes et ne sont compétentes que pour connaître des infractions commises par le militaire et les assimiler, prévu à l'article 106 du Code judiciaire militaire. Merci. Comme pour dire et conclure que dès lors que Kabila fait partie de, prétendument, fait partie des assaillants, de ceux qui ont commis le crime de guerre et autres, en principe, ce n'est pas la cour militaire ou la haute cour qui va juger Kabila parce que le co-auteur et complice de ces dossiers-là doivent être jugés par la cour de cassation. Merci. Maître Cédric Toumba, doctorant en droit et analyste indépendant. On n'a pas fini la matière. Le temps nous fait défaut. Nous allons encore vous chercher, peut-être un débat contradictoire, pour que vous puissiez éclairer l'opinion. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une transition pour nous, le temps de recevoir Maître Oscar. Avec lui, nous allons tenter d'éclairer l'opinion sur les détournements, la mauvaise gestion, la diabolisation contre le ministre Willy Bakonga, l'ancien ministre de l'EPST. Il semble qu'il avait fait autant de choses là-bas, on les réclame, mais nous allons tout savoir dans quelques minutes. Une transition. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.
Zala bon citoyen.